Les Noirs sont des criminels. Les Africains sont pauvres et paresseux. L'Afrique est incapable et a toujours besoin d'aide et d'assistance pour s'en sortir. Voilà quelques exemples de l'image que nous projetons en tant qu'Africains et en tant que peuple noir. Ou en tout cas, c'est ce que les autres peuples, que ce soit les Occidentaux, les non-Occidentaux, pensent de nous, que ce soit de manière explicite ou même de manière inconsciente. Mais quand on regarde la réalité de plus près, et surtout quand on se projette dans l'histoire lointaine de l'Afrique, on constate que ce à quoi ressemblait l'Afrique à cette époque-là est complètement différent de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, ou en tout cas de l'image qu'elle projette. Et à la limite, on peut même s'en foutre de ce que les autres pensent de nous en tant que peuple noir ou en tant qu'Africains. Mais le plus important dans tout ça, c'est que souvent nous-mêmes Africains ne savons pas exactement à quoi ressemblait la vie sur notre continent à des époques reculées, avant l'expérience catastrophique de notre rencontre avec les Occidentaux à l'époque de la traite négrière. Mon but dans cette vidéo est de libérer votre pensée de cette image négative de l'Afrique et des Africains en vous faisant connaître la véritable image de l'Afrique, ce qui était vraiment l'Afrique avant la catastrophe du 15e siècle. Parce que le plus important dans toute cette affaire, c'est ce que nous-mêmes Africains pensons de nous-mêmes, ce que nous-mêmes Africains savons de notre véritable histoire. Et c'est cette véritable histoire de l'Afrique positive et capable que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo à travers un voyage dans le temps. Voilà, malheureusement, les Africains ne peuvent pas se prendre en main puisqu'ils sont toujours à accuser quelqu'un d'autre ou alors toujours sous tutelle de quelqu'un d'autre. L'histoire retiendra aussi qu'il n'y a jamais eu de colonne de djihadistes qui fonçaient sur Bamako en janvier 2013, comme l'a établi l'historien français Jean-Christophe Notin dans son ouvrage « La guerre de la France au Mali ». Il y a tout juste eu 3 ou 4 pick-up, mais cela a servi de prétexte au déploiement de l'opération militaire au Mali que la France préparait depuis de longues années. Les Européens ne connaissent pas l'Afrique. Les Européens connaissent leurs intérêts. Et ils connaissent comment corrompre un certain nombre d'Africains ou compromettre un certain nombre d'Africains. Je profite de cette vidéo pour vous informer que mon livre Africain et fier vient de sortir aux éditions Argent Livre. Il est disponible au choix en version papier ou en version PDF. Vous pouvez l'avoir au choix sur Amazon. Et si vous êtes résident en Afrique, vous pouvez aussi l'avoir là-bas sur argentlivre.com. J'ajoute également que je vous offre gratuitement une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir directement par mail grâce au lien qui est en description. Et bien sûr, en plus du lien pour les prénoms africains, tous les liens pour avoir le livre Africain et fier sont également en description. Bonjour, je m'appelle Mansaye, bienvenue sur Afrique Libre et Prospère. Entrons directement dans le vif du sujet. Je vais vous faire découvrir 2 extraits vidéo très intéressants et on va commenter après. Alors, pour comprendre aussi le point de vue, vous avez l'histoire de ce journaliste John Howard Griffin qui avait fait ce roman, Black Like Me, où il s'était déguisé en noir dans le sud ségrégationniste des États-Unis. Et donc il s'était mis du cirage sur la peau, il s'était mis de l'auto-bronzant pour avoir une base de teint plus bronzée, il s'était crêpé davantage les cheveux, etc. Il s'était fait passer pour un noir et il avait réussi à le faire. Il avait réussi à être crédible comme noir aux États-Unis. Et il s'était évidemment rendu compte que même ses amis ne le reconnaissaient pas et que des gens qui pouvaient fréquenter, pas forcément un ami, mais un pompiste, quelque chose comme ça, avaient des réactions complètement différentes. Et ça a créé donc ce livre Black Like Me qui a eu un impact considérable pour comprendre encore la ségrégation aux États-Unis. Et dernièrement, vous avez eu une étude en neurosciences, alors ça date de 2016, c'est pas tout récent non plus, mais vous avez des chercheurs qui sont amusés à mettre des gens en réalité virtuelle dans le corps d'un noir. Et donc, ils ont essayé de regarder comment certaines personnes pouvaient avoir des biais racistes, c'est-à-dire des associations xénophobes, type noir égale criminel. Et ça, c'est assez facile à démontrer en neurosciences. Vous faites ce qu'on appelle de l'amorçage inconscient, ou subconscient, ou subliminal, de l'amorçage subliminal. C'est-à-dire que vous montrez l'image d'un noir subliminalement, 1/24e de seconde pour simplifier, donc une image sur 24 images par seconde. Vous montrez l'image d'un noir, et juste après, vous montrez un texte à lire, et ce texte, c'est par exemple criminel, et vous observez que quand vous avez mis l'image d'un noir, eh bien la personne lit le mot criminel plus rapidement. Alors que si vous n'avez pas mis l'image d'un noir avant, elle lira le mot criminel moins rapidement. Et ça vous démontre une association subconsciente entre noir et criminel. À cette étape de la vidéo, je ne peux pas m'empêcher de commenter en attirant votre attention sur l'expérience que Idriss Aberkane, qui, lors de cette présentation, de cette conférence qu'il fait, parle de cette expérience qui démontre que de manière subliminale, pas mal de gens font cette association entre noir et criminel. Et quand je dis subliminal, je veux dire que c'est une association souvent même inconsciente. Parce que certainement dans le panel des gens sur lesquels ils ont fait l'expérience, il y avait des gens de toutes races, de toutes sortes. Donc ça veut dire que cette association entre noir et criminel a réussi à être implantée dans le subconscient de plein de gens sur la planète, y compris des noirs eux-mêmes. Parce que oui, disons-le, il y a des noirs qui se méfient d'autres noirs. Et lorsqu'il est en présence, par exemple, d'une personne blanche, il baisse davantage la garde, alors que quand il est en présence d'une personne noire comme lui, il a tendance à se méfier plus. Et ça, c'est le résultat d'un travail historique qui a duré pendant des décennies et des décennies pour dire que
Pour dire quoi? Pour dire que c'est pas que les Noirs sont vraiment des criminels, mais c'est que le système qui a été mis en place autour du peuple noir, la communication autour des personnes noires, la ségrégation raciale, toutes les questions de racisme et toutes ces affaires ont réussi à créer cet environnement qui fait que dans le subconscient de la plupart des gens sur la planète, on s'en retrouve à associer de manière même souvent inconsciente le noir à des criminels, le noir c'est tellement à des paresseux, ce genre de choses. D'ailleurs, la vidéo suivante va le montrer davantage. Quant à l'arrivée des Russes, vous savez, pour le résultat qu'on a de 50 ans de politique de France-Afrique, je leur souhaite bien du plaisir, parce qu'ils vont découvrir qu'est-ce que c'est que de travailler avec les Africains. Donc, moi, je vous avoue, beaucoup moins inquiet. Puis, alors, une fois, si vous voulez, c'est quoi la difficulté de travailler avec les Africains, justement? Quelles sont ces difficultés? un extraordinaire taux de corruption, d'abord, parce qu'effectivement, l'argent étranger est quand même celui qui est le plus facile à dériver, si vous voulez. L'absence totale de plan de développement. C'est-à-dire, on attend, si vous voulez, une règle internationale. On explique que c'est les Occidentaux qui exploitent les ressources, mais c'est pas vrai partout. Regardez le cas du Nigeria. Le Nigeria est un pays richissime, qui est dans une crise profonde. Le Congo, le plus grand pays du continent, est un pays dans lequel se sont développées 120 milices. C'est pas des milices instrumentalisées par les autres. Donc, encore une fois, si les Russes veulent s'en occuper, très bien. Moi, je leur souhaite la bienvenue. Mais vous voyez comment on voit les choses à partir d'ici. On les voit pas à partir de là-bas. Bon, ben, écoutez, on reparlera de tout ça, si vous voulez, dans 10 ans. Mais, vous savez, moi, je me souviens, encore une fois, quand j'étais au ministère de la Défense, dans les années 94, non, c'était juste avant le génocide. Je fais un papier pour expliquer que je comprenais pas la politique française au Rwanda. Je le faisais de l'intérieur, c'était pas un document public. Je me fais engueuler par le cabinet militaire qui me dit quand on connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus. Bon, peu de temps après commence le génocide. Aucun des mecs qui avaient défendu la politique française au Rwanda n'a sauté. Ils sont tous restés. Et même après le génocide. Donc vous voyez, on est dans une situation absolument étonnante. C'est que ces gens-là se considéraient comme gestionnaires de l'Afrique, avec le résultat dont on voit le désastre aujourd'hui, mais ils vont rester là, si vous voulez, comme le Titanic est joué, quoi. Moi, je souhaite beaucoup de plaisir aux Russes pour s'en occuper. Donc, il y a un moment, il faut reconnaître qu'il y a un échec. Moi, je l'ai dit depuis longtemps qu'il y a un échec de la politique africaine, mais ça met en menace, ça met en péril tellement de petits métiers. Ce sont des gens dont le bilan est strictement négatif. Encore une fois, il n'y a pas un seul pays africain. Le seul pays africain qui a aujourd'hui fait un décollage économique, c'est l'Afrique du Sud. Et donc, le seul pays qui aujourd'hui assure une certaine stabilité, un décollage économique, c'est celui-là. Bon. Partout ailleurs, vous avez eu des cheffaillons qui étaient plus ou moins soutenus par les anciennes puissances coloniales ou par Moscou, etc., qui n'ont pensé qu'à une seule chose, c'est à se beurrer. Rappelez-vous quand même le pillage du Congo. Mobutu, c'était une des plus grosses fortunes mondiales. Bon, donc encore une fois, le bilan est négatif. Le bilan de la politique française en Afrique est négatif, mais encore une fois, vous expliquez ça à des gens qui veulent pas le croire. Ils en vivent. Ils en vivent. Donc voilà, malheureusement, les Africains ne peuvent pas se prendre en main puisqu'ils sont toujours à accuser quelqu'un d'autre ou alors toujours sous tutelle de quelqu'un d'autre. Et donc, dans cette deuxième extrait, le monsieur qui parle est un ancien haut fonctionnaire qui travaille au ministère de la Défense français. J'ai mis en exergue en fait cet extrait pour montrer que ces propos résument assez bien la manière dont justement les officiels français nous perçoivent, nous Africains, ou d'une manière générale, même les Occidentaux, la manière dont nous perçoivent. C'est assez bien résumé ici. Les Africains sont extraordinairement corrompus, comme si chez eux en Occident il n'y avait pas la corruption. Ils disent que les Africains sont les éternels assistés, ils accusent, ils pointent toujours du doigt les autres pour ce qui leur arrive. Et ils le disent comme si eux, ils n'avaient pas leur part de responsabilité là-dedans. Comme si eux, ils n'avaient pas manigancé pour placer les cheffaillons qui vont servir leurs intérêts et qui vont travailler contre leur peuple. Et en fait, quand vous écoutez très bien ce qu'il dit, vous comprenez pourquoi ils ont tendance à penser juste que c'est l'aide au développement qu'il faut pour l'Afrique. Qu'ils ont juste besoin d'aide, qu'on leur finance, qu'on les aide. Et ils s'accrochent à cette idée qu'on a besoin d'aide. Et je crois que c'est justement parce qu'ils ont cette image des Afriques et des Africains comme des gens qui ont toujours besoin d'être assistés, qui sont paresseux, ou ce genre de choses, qui fait qu'ils en déduisent que ce dont l'Afrique et les Africains ont besoin, c'est de leur aide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et ça explique pourquoi lorsqu'on leur dit on n'a pas besoin de votre aide, lorsqu'on leur dit on a besoin de notre souveraineté, on a le sentiment qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que quand on se tourne vers la Russie, c'est vers un autre chef, qu'on se tourne, on a besoin de quelqu'un d'autre qui va nous assister, d'un nouveau maître, en la personne de la Russie. Et ils pensent que justement, on attend de la Russie de l'aide parce que justement, ils ont cette image de l'Afrique et des Africains comme étant des personnes peu civilisées, paresseuses, corrompues, qui ont toujours besoin d'aide des assistants. Et du coup, lorsqu'on leur présente un autre discours, un discours de souveraineté, un discours qui interpelle la Chine en tant qu'allié stratégique pour des partenariats gagnant-gagnant, ils ont tendance à penser que non, on se tourne vers eux parce qu'on sollicite leur aide. Alors que non, alors que ce n'est absolument pas le cas. On se tourne vers eux en tant que partenaire stratégique de la même manière que la France ou l'Australie ou l'Allemagne ou l'Indonésie ou l'Inde se tournent vers des pays tiers en tant que partenaires stratégiques. Mais quand c'est les Africains qui se tournent vers des pays tiers en tant que partenaires stratégiques, eux, parce qu'ils perçoivent toujours les Africains sous le prisme de leur complexe de supériorité, alors ils se retrouvent à penser que si ce n'est pas eux qui sont les maîtres des Africains, alors c'est quelqu'un d'autre qui sera leur maître, en l'occurrence la Russie ou la Chine. Certes, peut-être tous les Occidentaux en tant que personnes individuelles ne pensent pas
explicitement comme ça, mais au moins on peut comprendre qu'au niveau des officiels, au niveau des responsables politiques, dans leur relation avec l'Afrique, ils ont tendance à avoir cette posture paternaliste-là, parce que justement, ils ont cette perception résumée très bien dans cet extrait de cet ancien haut fonctionnaire français. Et ce qui est drôle, c'est que cette perception biaisée qu'ils ont de l'Afrique et des Africains ne date pas d'hier. Déjà, on va consulter cet extrait d'un livre intitulé Le cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs, au coup d'œil sur le commerce homicide appelé traite des Noirs. Et c'est un livre qui a été écrit par un auteur anglais, Thomas Clarkson, en 1821, donc c'est-à-dire au 19e siècle. Et là, on voit donc déjà qu'à même à l'époque, les Occidentaux avaient déjà cette perception biaisée des Africains. Et la vérité, c'est qu'ils cultivaient même cette perception biaisée des Africains en tant que paresseux, non civilisés, autres, juste parce que ça leur permettrait de justifier la traite négrière et même la colonisation après. Et c'est comme ça qu'on comprend par là que c'est comme ça que cette perception biaisée a été semée et a continué à se diffuser jusqu'à aujourd'hui en prenant les diverses formes comme par exemple l'idée que les Noirs seraient des criminels, que les Africains seraient des éternels assistés et ce genre de choses. À la page 12, Thomas Clarkson dit ceci. Les négriers, ayant la conscience de leurs crimes et en entendant la voix de la nature s'élever contre eux, ont, dès longtemps, préparé des arguments pour leur justification. Ils n'ont pas trouvé d'autre moyen d'excuser leur conduite qu'en avançant ce qu'ils continuent encore de faire, que les Africains sont d'une nature différente de la nôtre, qu'ils n'ont point les facultés et les sentiments qui sont le partage de l'homme et qu'enfin, il faut les ranger dans la classe des brutes. Ils ajoutent, pour prouver leur assertion, que depuis plusieurs siècles que l'Afrique est connue et visitée, les habitants de ce continent n'ont point fait dans la civilisation les mêmes progrès que les autres peuples. Pour réfuter leur argument, nous nous contenterons d'en appeler à l'autorité des voyageurs célèbres qui, dans leur seul intérêt de l'humanité et de la science, ont visité ce vaste continent. Donc là, il dit bien que les descriptions des négriers n'étaient pas sincères parce qu'il fallait qu'ils justifient leurs actions criminelles de trafiquants d'esclaves. Et que de l'autre côté, les non-africains qui ont visité l'Afrique dans un but sincère de découvrir vraiment ce qu'est réellement l'Afrique, lorsqu'ils décrivent cette Afrique-là, c'est totalement différent de l'image de peuples non civilisés que veulent projeter les négriers afin de justifier leurs actions. Et on peut comparer ça aujourd'hui au fait que, justement, les Occidentaux, pour justifier leurs actions en Afrique, prétendent que les Africains sont des paresseux et qu'ils sont les éternels assistés, donc ils auraient besoin de l'aide au développement. Et là, ça justifie leur présence à se mêler de nos affaires, alors qu'en réalité, c'est pour leurs propres intérêts, pour pouvoir avoir les ressources qu'ils ont besoin pour satisfaire leurs intérêts, l'intérêt de leur pays. Et toujours un autre extrait du livre de Thomas Clarkson, il dit « On a tort d'accuser d'indolence un peuple qui trouve, non dans les productions que fournit d'elle-même la nature, mais dans les fruits dus à son travail, le moyen de satisfaire ses besoins. » Donc là, il est en train de dire qu'on a tort d'accuser des Africains de paresse, parce qu'ils ne sont pas du tout paresseux. Il y a peu d'hommes plus laborieux que les mandingues, lorsque l'occasion l'exige. Mais, comme ils trouvent rarement l'occasion de disposer du superflu que leur a valu leur travail, ils se contentent de cultiver la quantité de terre qui leur est nécessaire pour vivre. Mais comme Thomas Clarkson le dit, ce n'est pas parce que les Africains de l'époque produisaient uniquement ce dont ils avaient besoin qu'on peut faire le raccourci de les qualifier de paresseux. Parce que, effectivement, ils n'étaient pas paresseux. Mais quand il fallait travailler, ils travaillaient comme il faut. Mais en tout cas, eux, faire le raccourci que les Africains sont de paresseux, les arrangeait parce que ça leur permettait de justifier leur sale besoin de négrier, sous prétexte d'apporter la civilisation à des peuples déjà civilisés d'ailleurs. Il continue en disant « Les travaux de la culture les occupent beaucoup pendant la saison des pluies et, pendant le temps des chaleurs, ceux qui habitent le bord des rivières se livrent à la pêche. Les autres vont chasser. Dans le temps que les hommes s'occupent ainsi, les femmes préparent le coton qui doit composer leurs vêtements. Elles commencent par le rendre propre à être filé, puis elles le filent avec des quenouilles. Le soin de le tisser est confié aux hommes. Des mains des hommes, il retourne de nouveau dans celles des femmes, qui le teignent d'une couleur bleue
pleine de durée et d'éclat. L'étoffe fait alors tailler pour en composer des vêtements et des coutures s'exécutent avec des aiguilles fabriquées dans le pays. Pour illustrer ici des exemples de travaux auxquels les Africains s'employaient à l'époque. Et pour conclure cette partie qui montre comment les Occidentaux ont fabriqué une image négative des Africains et l'ont projetée dans le monde entier afin de justifier leurs entreprises négatives qui servent leurs propres seuls intérêts. Revenons sur certains propos que ce haut fonctionnaire français dit, et nous allons voir que cette attitude qui consiste à qualifier les Africains de corrompus et d'éternels assistés, tout en se considérant Européens comme étant là par amour pour les Africains et juste pour les aider et pour les apporter la civilisation, l'aide au développement et ce genre de choses. Nous allons voir que cette attitude qu'ils ont aujourd'hui ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais même à l'époque, il y a plusieurs siècles, ils avaient déjà cette attitude. Donc écoutons. C'est quoi les difficultés de travailler avec les Africains justement? Quelles sont ces difficultés? Un extraordinaire taux de corruption, d'abord, parce qu'effectivement, l'argent étranger est quand même celui qui est le plus facile à dériver, si vous voulez. L'absence totale de plan de développement, c'est-à-dire on attend, si vous voulez, une règle internationale, on explique que c'est les Occidentaux qui exploitent les ressources, et c'est pas vrai partout. Regardez le cas du Nigeria. Le Nigeria est un pays richissime, qui est dans une crise profonde. Le Congo, le plus grand pays du continent, est un pays dans lequel se sont développées 120 milices. C'est pas des milices instrumentalisées par les autres. Comme si au Congo, les Occidentaux n'ont pas leur part de responsabilité. Et enfin, ceci. Donc encore une fois, le bilan est négatif. Le bilan de la politique française en Afrique est négatif, mais encore une fois, vous expliquez ça à des gens qui veulent pas le croire. Ils en vivent. Ils en vivent. Donc voilà, malheureusement, les Africains ne peuvent pas se prendre en main puisqu'ils sont toujours à accuser quelqu'un d'autre ou alors toujours sous tutelle de quelqu'un d'autre. Donc on ne va pas dédouaner les Africains comme si c'était des saints, parce qu'on connaît bien, on a, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, des dirigeants et même des élites en Afrique dont on n'est pas forcément fier. Mais ça ne veut pas dire qu'en face, les Occidentaux sont des saints. Voyons cet autre extrait du livre de Thomas Clarkson à la page 25. Il dit: en résumé, si les rapports de l'Afrique avec les marchands d'Europe n'ont eu pour résultat qu'un avilissement moral et intellectuel, si l'effet de ces rapports a été non de répandre les lumières, mais de les éteindre, non d'améliorer la condition de l'Afrique, mais de la rendre pire, comment peut-on exiger que les habitants de ce continent égalent les Européens dans les progrès de la civilisation? De quel front osez-vous dire que les Africains sont d'une nature inférieure, quand c'est vous-même qui êtes la cause de cette infériorité, quand vous ne prouvez par là que votre propre bassesse? Fin de citation. Ça se passe de tout commentaire. Passons à l'extrait vidéo suivant. Je vous fais cette petite intervention rapide parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, un jour à marquer dans les annales du combat d'émancipation de l'Afrique. Rappelez-vous, le 9 janvier 2013, alors qu'on annonce que des colonnes de djihadistes descendent sur Bamako, Diokounda Traoré, président issu d'un putsch, demande à la France un appui aérien et du renseignement. Le 13 janvier 2013, François Hollande lance l'opération Serval au Mali, qui comprend également des troupes au sol et qui va donc au-delà de la demande exprimée par les autorités maliennes. Le 30 janvier 2013, l'armée française prend position à Kidal. Début mai 2013, l'armée française interdit à l'armée malienne d'entrer dans Kidal. Parmi les militaires ainsi refoulés, le soldat Assimi Goïta. Ce jour-là, il devient évident que l'armée française n'est pas là pour combattre les terroristes, mais plutôt pour les protéger. Le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir au Mali. Le 2 mai 2022, Assimi Goïta, toujours lui, met fin aux accords de coopération militaire avec la France. Et le 15 août 2022, les derniers mercenaires de l'armée d'occupation française quittent le Mali. Le 31 octobre 2023, ne respectant pas le calendrier convenu avec les autorités maliennes, la MINUSMA abandonne son camp de Kidal aux terroristes du CSP. Et le 14 novembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, les forces armées maliennes entrent dans Kidal, désertées par la racaille terroriste pilonnée durement par les FAMA, après que leurs parrains français et onusiens aient été contraints de quitter le Mali. L'histoire retiendra que ce que l'armée française, la force européenne Takuba et la force onusienne MINUSMA n'ont pas réussi à faire en 10 ans, le Mali l'a fait en 2. Bravo, hurrah! L'histoire retiendra aussi qu'il n'y a jamais eu de colonne de djihadistes qui fonçaient sur Bamako en janvier 2013, comme l'a établi l'historien français Jean-Christophe Notin dans son ouvrage « La guerre de la France au Mali ». Je pourrais vous mettre le lien du bouquin en commentaire si vous le voulez. Il y a tout juste eu 3 ou 4 pick-up, mais cela a servi de prétexte au déploiement de l'opération militaire au Mali que la France préparait depuis de longues années. C'est prouvé. Et ce qui est aussi prouvé, c'est qu'aucun avion de reconnaissance, aucun satellite français comme américain n'a jamais pris de mouvement en flagrant délit. Jamais, je dis bien jamais, un conseiller n'a déposé les fameux clichés sur la table du président français.
Merci à Assimi Goïta, Sadio Kamara, Abdoulaye Maïga, Malik Diao, Ismaël Ouagé, Abdoulaye Diop, Shogel Maïga. Merci aux vaillants soldats maliens. Merci aux alliés stratégiques du Mali. Merci au peuple malien. Merci à Adama Bendiara et à tous les patriotes maliens et panafricains qui ont défendu avec détermination le gouvernement, l'armée et le peuple malien contre les attaques sournoises et meurtrières, la traîtrise, la désinformation, la perfidie, la guerre de communication, les sanctions abjectes de la CEDEAO et de l'Union européenne. Hommage aux soldats maliens morts pour sauver leur pays. Yako à tous ceux qui ont perdu des proches, des biens à cause de cette sale guerre de la France assistée de ces supplétifs terroristes pour s'agripper à son précaré colonial. La reconquête de Kidal est une victoire d'étape, mais le combat n'est pas terminé. Il faut continuer à dératiser la zone, sécuriser les acquis et déployer l'État le plus rapidement possible dans les zones nouvellement reconquises pour que les déplacés puissent s'y réinstaller. Le travail de reconquête n'est pas encore terminé. Célébrons aujourd'hui, mais remettons-nous au boulot demain. Allez, je vous quitte, je dois finaliser une vidéo pour demain. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Yes! Donc là, c'est notre grande sœur Nathalie Yam, que la plupart d'entre vous connaissent certainement. Elle a tourné cette vidéo le jour de la libération de Kidal. Et elle a fait justement un peu l'historique de tout ce qui s'est passé au Mali depuis une dizaine d'années et le rôle des uns et des autres là-dedans. Et comme vous pouvez le voir, quand l'Africain décide de reprendre la main et de prendre son destin en main, il montre sa capacité. Nous devons oser nous faire confiance à nous-mêmes. L'Africain doit oser se faire confiance à lui-même. Un Africain A doit oser faire confiance à un Africain B pour travailler ensemble parce que nous sommes capables. Des campagnes de communication où des systèmes ont été mis en place pour détruire cette confiance en nous-mêmes qui fait qu'on a tendance à se comporter comme si on attend le salut des autres. Mais la vérité, c'est que lorsque l'Africain décide de se prendre en main, il fait des merveilles. La vérité, c'est que l'Africain est capable. Toi qui me regardes, tu es capable. Nous sommes capables. Nous avons juste besoin d'un nouveau nettoyage de notre cerveau. Déjà en connaissant notre véritable histoire, ce que nous faisons dans cette vidéo, mais surtout en nous faisant confiance en nous-mêmes. En tout cas, cette connaissance de qui nous sommes vraiment, de notre véritable identité historique et même présente en tant qu'Africains, va nous aider justement à retrouver pleine confiance en nous-mêmes. Là, pour le cas du Mali, malheureusement, il a fallu qu'ils se retrouvent dans une situation extrême avec le terrorisme et les menaces autour de la survie même du Mali pour oser se prendre en main avec le redressement politique d'Assimi Goïta. Mais avons-nous vraiment besoin en tant qu'Africains de toujours arriver dans une situation où nous sommes désespérés avant de décider de nous faire confiance en nous-mêmes? Il a fallu que le Burkina, le Niger se retrouvent en passe de perdre leur territoire à cause du terrorisme. Il a fallu que leur suivi soit menacé avant qu'ils décident de se faire confiance à eux-mêmes en redressant la trajectoire historique de leur pays à travers la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré et de Abdourahmane Tchani au Niger. Pourquoi avons-nous besoin d'attendre que notre situation soit désespérée avant de penser qu'il est temps de nous prendre en main? La vérité, c'est que si en tant que peuple noir, nous connaissions l'histoire du royaume de Gao, par exemple, nous n'aurions pas besoin de d'abord, dans un premier temps, confier même notre sécurité à quelqu'un d'autre. Le royaume de Gao qui avait pour capitale Gao et qui existait depuis des siècles. Et pour être plus précis, le royaume de Gao a existé au XIIIe siècle. Comme le dit cet extrait tiré de l'histoire générale de l'Afrique, le tome 4. Et à la page 214, il est dit ceci. Probablement vers 1275, plus sûrement entre 1285 et 1300, donc entre le XIIIe et le XIVe siècle, les armées mandingues firent la conquête du royaume de Gao. Vers 1324-1325, Mansa Kankou Moussa, de retour de pèlerinage, construisit une mosquée à Gao. Les mandins organisèrent la boucle du Niger sous la direction des Farines ou gouverneurs et encouragèrent son développement économique. Gao devint une grande place commerciale, une des villes les plus belles du Soudan. Et je répète, Gao devint une grande place commerciale, une des villes les plus belles du Soudan. Si nous connaissions notre véritable histoire, nous saurions que l'Afrique, le cliché selon lequel l'Afrique historique c'était des petites huttes perdues quelque part dans la forêt avec des toits de paille, ça c'est juste un cliché qu'on a voulu coller à l'Afrique historique et même contemporaine parce que ces images existent encore aujourd'hui pour résumer l'Afrique à cela. En connaissant notre histoire, on saurait que des villes et des royaumes comme Gao ont existé et ressemblaient à de grandes métropoles urbaines. D'ailleurs, allons plus loin parce que le voyageur Ibn Battuta, qui a
voyagé en Europe, en Asie, en Afrique, au XIIIe, XIVe siècle, a visité Gao et a pu décrire Gao. Et du coup, dans son livre Ibn Battuta, Voyage, numéro 3, Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan, il dit ceci à propos de Gao, qu'il a visité et a vu de ses yeux. Je partis pour Cao Cao. Ici, c'est le nom ou la prononciation du nom de Gao à l'époque. Donc, comme on le voit en note de bas de page, Gao, sur le Niger, à l'est de Tombouctou, reste toujours le point d'aboutissement de la route transsaharienne. Donc, à l'époque, ça s'appelait Cao Cao ou Gao aujourd'hui. Donc, je partis pour Cao Cao, grande ville située près du Nil. C'est une des plus belles cités des nègres, une des plus vastes et des plus abondantes en vivres. On y trouve beaucoup de riz, de lait, de poules et de poissons. On s'y procure cette espèce de concombre surnommée Inani et qui n'a pas son pareil. Le commerce de vente et d'achat chez les habitants se fait au moyen de petites coquilles ou cauris au lieu de monnaie. Il en est de même à Mali. Je demeurai à Cao Cao environ 1 mois et je reçus l'hospitalité des personnages suivants. Mohamed, fils d'Omar, natif de Makinez, etc., etc. Donc, Ibn Battuta, qui a vécu à Gao pendant 1 mois et qui justement a parcouru le monde parce qu'il a voyagé pendant 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il a parcouru suffisamment de pays et suffisamment de villes pour avoir des éléments de comparaison pertinents. Et s'il dit que Gao est une des plus belles cités des nègres, une des plus grandes et plus vastes villes situées près du Nil et vivant dans l'abondance, c'est que vraiment, il pèse ses mots lorsqu'il le dit, parce qu'il a suffisamment parcouru le monde pendant 25 ans pour avoir des éléments de comparaison. Or, Gao, c'est où? C'est en Afrique, près du fleuve Niger, dont on a l'actuelle région Mali-Niger. En tout cas, continuons avec cet autre extrait vidéo et découvrons davantage l'histoire véritable de l'Afrique. De retour, les forces armées maliennes, après 11 ans d'absence du côté de Kidal, Dr Yabtiba, la reprise de Kidal aujourd'hui, pour quel impact géopolitique, voire géostratégique? Vous avez suivi de près les sorties de certains experts français sur les différents plateaux de télévision, Alain Juet, Vincent Crozet, et plus récemment encore le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Tous n'avaient qu'un seul mot dans la bouche: le Mali sera partitionné. Là, on parle des forces armées maliennes qui sont de retour. Pour quel impact géopolitique, voire géostratégique? Je vais vous dire ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours considéré qu'il n'y a pas de terroristes au Mali. Tous ceux qui suivent mon propos depuis des années savent que c'est mon point de vue, qui n'est pas partagé, qui est peut-être isolé ou qui ne va pas dans le sens de soutenir ce que dit tout le monde. Mais je considère que le Mali est en guerre. Une armée ne se lève pas pour aller combattre des terroristes. Ça n'existe pas. Okay. Quand une armée s'est levée, c'est qu'elle lutte contre une autre armée. Et dans le cas d'espèce, ça ne veut pas forcément dire qu'en face, ce sont des étrangers qui manipulent les armes. Mais une armée, c'est à la fois des hommes, du matériel, du ravitaillement, de la logistique, des renseignements, etc., de la formation, toutes ces choses-là. L'implication d'une armée étrangère ou d'une puissance étrangère dans une telle dynamique fait de ces combats des moments de guerre. Cela étant dit, vous savez, les experts français, je crois qu'ils sont beaucoup plus experts en matière de propagande qu'en matière de compréhension de l'Afrique. Ça aussi, c'est quelque chose que je répète à l'envi depuis des années. Les Européens ne connaissent pas l'Afrique. Les Européens connaissent leurs intérêts. Et ils connaissent comment corrompre un certain nombre d'Africains ou compromettre un certain nombre d'Africains avec lesquels ils vont pouvoir implémenter, disons, si vous voulez, ils vont pouvoir parvenir à leur fin. C'est ce qu'ils connaissent le plus. Je ne vais pas dire que ces gens-là n'ont pas une bonne connaissance du renseignement ou de leur métier. Je crois que certains sont des généraux, d'autres sont des... Voilà, je crois qu'ils sont certainement des types très compétents dans leur travail. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que depuis le premier jour, nous avons dit, si les Maliens décident de se débarrasser de la MINUSMA et que les Maliens font partir les Français et les Français de Barkhane, les Européens de Takuba de leur territoire, les Maliens pourront reconquérir le nord du Mali et le sécuriser. Vraiment, c'est un point de vue partagé par tous les Africains depuis au moins une dizaine d'années. Et ce qui se produit au Mali en ce moment est purement et simplement la confirmation de quelque chose de beaucoup plus important que la célébration d'une simple victoire militaire. C'est la confirmation que si les Africains décident de s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes, ils savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. Ils savent mieux que tout le monde comment le faire. Et ils savent mieux que tout le monde avec qui ils peuvent le faire et où trouver les moyens de le faire. Oui, comme je disais un peu plus tôt dans cette vidéo, les Occidentaux, qui sont le principal peuple étranger auquel l'Afrique a eu affaire à partir du XVe siècle, ont construit cette image de l'Afrique qui les arrangeait. Ils ont projeté sur l'Afrique leur perception négative ou leur perception teintée de leur complexe de supériorité sur l'Afrique. Et tout cela dans quel but? Pour servir leurs intérêts. Ils projettent l'histoire d'une
d'une Afrique ou des Africains paresseux, sans civilisation, inférieurs, et avec la ségrégation raciale qui a eu lieu après, ils projettent l'histoire de Noirs criminels, de Noirs incapables. Tout ça pourquoi? Pour servir leurs intérêts. Parce que justement, en faisant ce marketing négatif sur ce peuple, ça leur permet à eux de pouvoir faire des choses ou de pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont leur permettre d'exploiter les ressources de ces Africains, d'exploiter les ressources de ce peuple noir. À une époque, il fallait le discours dénigrant sur les Noirs afin d'exploiter la ressource humaine, à savoir les esclaves. Aujourd'hui, on projette un discours dégradant sur les Africains en tant qu'un peuple paresseux qui a besoin d'assistance, afin de justifier le fait d'être toujours présent dans leurs pattes, dans le but d'apporter une soi-disant aide au développement, alors qu'en réalité, c'est une manière de les garder prisonniers d'un système qui les met sous un espèce de plafond de verre, dans le but, par derrière, de continuer à exploiter les ressources de l'époque actuelle, à savoir les matières premières, les ressources naturelles, les ressources du sous-sol et du sol riche de l'Afrique notamment. Donc c'est cela qu'il faut comprendre. Et si nous, Africains, nous connaissions notre véritable histoire comme nous le verrons maintenant, nous comprendrons que c'est faux et nous ne laisserons pas l'occasion aux autres, que ce soit les Occidentaux, même les Orientaux, même les Russes ou les Indiens ou quoi que ce soit, pour reprendre le dessus parce que là, nous allons oser nous affirmer et aller à la rencontre des autres dans des rapports d'égal à égal, dans des rapports gagnant-gagnant. Donc les Africains sont capables, les Africains sont excellents, les Africains sont capables de génie. Et c'est important que nous, Africains, soyons conscients à l'échelle collective. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est important de libérer notre mindset en connaissant notre véritable histoire, en étant conscients que nous sommes capables, depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, figurez-vous que c'est après que, au Mali, au Niger, au Burkina, lorsque les véritables personnes libérées du mindset de coloniser ont pris le pouvoir, que les choses ont vraiment commencé à se faire. C'est-à-dire, pas seulement une meilleure lutte contre le terrorisme, mais on a entendu parler des centrales nucléaires qui vont bientôt être construites au Burkina. On a entendu parler aussi récemment au Niger de l'électricité à travers des panneaux solaires qui ont été installés et commencent à être produites. On entend parler de l'Alliance des États du Sahel et de la direction qu'ils sont en train de prendre sur le plan économique qui certainement aboutira finalement avec à terme la sortie du franc CFA qui en fait est une pseudo-monnaie qui est un instrument de domination et d'appauvrissement. Qu'au niveau étatique, l'Afrique est capable de faire des choses merveilleuses, de se prendre en main, de progresser et de se libérer des entraves qui l'empêchent d'aller vers sa prospérité. Et c'est à nous de le faire, c'est la responsabilité de chaque Africain de le faire, d'aller vers sa prospérité, de se libérer de ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'une chose est sûre, ils sont dans leur rôle. Ils mettront toujours des bâtons dans les roues comme ils l'ont fait depuis des siècles, ils continueront toujours à le faire parce qu'ils sont en train de servir leurs intérêts. À nous d'être conscients de cela, de nous affirmer et de faire le nécessaire pour assumer notre liberté et notre prospérité. Et retournons ici dans l'histoire où je vais vous parler de la dynastie des Askia. Les Askia, c'est le nom que portaient les souverains dans l'empire Songhai. Et en fait, l'empire Songhai a succédé à l'empire du Mali, de Mansa Moussa et d'Aboubakri II, et de Mansa les plus connus de cet empire. L'empire Songhai a pris le relais, et justement les souverains dans cet empire Songhai, on les appelait les Askia, pendant que dans l'empire du Mali, on appelait les souverains les Mansa. Donc l'empire Songhai, c'est du 15e au 16e siècle. Et les extraits que je vais vous lire sont tirés de l'histoire générale de l'Afrique, tome 4. Et donc sachez que l'empire Songhai a été fondé par Soni Ali Ber, et qui est mort en 1492, c'est-à-dire au 15e siècle. Donc, page 219, la dynastie des Askia, 1492-1592. Askia Mohamed Ier, le Silanké. Donc, c'est-à-dire, Soni Ali fonde l'empire Songhai, et directement ses successeurs, dont le premier est Askia Mohamed, prennent le titre justement de Askia pour désigner les souverains dans cet empire. Et à la page 221, on résume un peu la dynastie des Askia en disant les successeurs d'Askia Mohamed. Les fils d'Askia Mohamed se succédèrent au pouvoir jusqu'en 1583. Moussa, 1528-1531. Mohamed II Ben Khan Kirai, 1531-1537. Ismaïl, 1537-1539. Ishaq Ier, 1539-1549. Daoud,
1549-1583. Ensuite, les fils de Daoud prirent la succession. El-Hajj Mohamed III, 1583-1586, Muhammad IV, 1586-1588, Ishaq II, 1588-1591 et Muhammad Gao, 1592. Ça, c'est un peu la liste des différents Askia qui se sont succédés au trône de l'Empire Songhai. Et on va s'intéresser particulièrement à l'époque de l'Askia Daoud. Daoud, 1549-1583. Fils d'Askia Mohamed Ier, eut un règne long et prospère. Et c'est justement pour cette raison que nous allons nous intéresser à lui pour toute la suite, correspondant à l'épanouissement de l'Empire Songhai. Les Tariks nous décrivent Askia Daoud comme un prince intelligent, très rusé, ouvert à tout, ami des lettrés. Il avait exercé de grandes fonctions politiques et avait été mêlé à tous les problèmes sous le règne de ses frères, d'où une grande expérience des affaires et des hommes. L'Empire atteignit son apogée sous le règne d'Askia Daoud. Il connut un grand essor économique et intellectuel. La vallée du fleuve était intensivement cultivée. Les grandes villes commerçantes connurent le maximum de leurs activités. C'était l'époque où la caravane transsaharienne l'emportait sur la caravelle atlantique, selon l'expression de V.M. Godinho. L'Askia tira de grands profits de cette prospérité générale et constitua même un dépôt de numéraire provenant des taxes sur les affaires sur le domaine impérial. Ces magasins recevaient des milliers de tonnes de céréales collectées à travers l'Empire. Daoud fut, comme son père, un grand mécène. Il honora les lettrés, il les combla d'égards et de cadeaux. Il contribua à la restauration des mosquées et à l'entretien des pauvres. Page 222, à partir d'ici on nous décrit comment était organisé l'Empire Songhai. Civilisation des Songhai, organisation politique et administrative. L'Empire Songhai, par son organisation politique et administrative, présentait une profonde originalité. La forte structuration du pouvoir, la centralisation systématique, l'absolutisme royal donnaient à la monarchie de Gao une couleur de modernité et tranchait avec le système politique traditionnel de fédération de royaumes qu'avaient connu les empires du Ghana et du Mali. Donc nous n'allons pas forcément lire toutes les pages en détail, mais n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez en savoir plus en lisant l'entièreté des textes. Page 223, le gouvernement central. Donc ici, nous allons voir un peu plus en détail l'organisation politique. Le gouvernement central. Les agents du gouvernement central formaient le conseil impérial, qui débattait de tous les problèmes de l'empire. Un secrétaire chancelier rédigeait les actes du conseil, s'occupait de la correspondance du souverain, de la rédaction et de l'exécution des chartes. Le hikoi, maître de l'eau. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre pause pour lire plus en détail. Je vais juste survoler en sélectionnant les éléments que je vais lire, car il y a tellement beaucoup à savoir concernant notre Afrique ancestrale. Le hikoi, maître de l'eau, était le chef de la flottille. La fonction était une des plus anciennes et des plus importantes à cause du rôle du Niger, dans le fleuve Niger, dans la vie des anciens Songhai. Le hikoi devint un des plus hauts dignitaires de la cour, une sorte de ministre de l'Intérieur, qui dirigeait les gouverneurs des provinces. Le Fari Monzo, ou Monjo, était le ministre de l'Agriculture. Le Kaliza Farma, ministre de l'Argent. Le Balama, sa fonction était militaire. Le gouvernement des provinces. Les Songhai adoptaient deux systèmes de gouvernement selon le territoire concerné. Un premier groupe concernait les provinces conquises, gouvernées par des chefs nommés et révocables à tout moment par l'Askia. Ces gouverneurs hiérarchisés exerçaient tout le pouvoir souverain à l'exception de la justice confiée au Kadi. Ils portaient les titres suivants, Fari, Farma ou Farba. Et de l'autre côté, l'empire était divisé en deux grandes provinces, le Kourmina à l'ouest et le Dendi au sud-est. La fonction de Kourima Fari fut, à quelques rares exceptions près, exercée par les princes de sang, souvent même le dauphin impérial. Le Kourima Fari résidait à Tendirma, il était le deuxième personnage de l'État. Un peu plus loin, d'autres provinces de second ordre étaient gouvernées par des chefs nommés par l'Askia. C'était le Darakoi, le Dirmakoi, le Homborikoi, l'Arabinda Farma, le Benga Farma, le Kalacha, le Bagena Farma, qui avait perdu son titre d'Askia, etc., etc. Les villes commerçantes comme Tombouctou, Djenné, Tegaza, Walata
jouissaient d'une certaine autonomie sous la direction de leur Khoi ou Monzo. Les activités commerciales artisanales et l'importance de la population nécessitaient la présence de nombreux agents administratifs. Un peu plus loin, page 226, les grands corps de l'État. L'État disposait de ressources importantes pour se consolider et se rendre indépendant, d'une force armée permanente capable de protéger l'Empire, d'imposer la volonté du souverain à ses sujets, de briser toute rébellion. Cet appareil d'État puissant et stable n'était pas pour autant despotique. La justice confiée à des cadis quasi indépendants ou à des chefs coutumiers sauvegardait la liberté et le droit des gens. Ou encore un peu plus loin, toujours page 226, on ignore les effectifs réels de l'armée. Les réformes de l'Askia Mohamed Ier et de l'Askia Mohamed Ben Khan ont porté l'armée permanente de Gao à quelques 4000 hommes, sans compter les 300 guerriers de la garde personnelle, la Sunna du souverain. La plupart des soldats étaient esclaves de l'Askia qui héritaient d'eux et pouvaient épouser leurs filles. L'armée totale, rassemblée en 1591 à la bataille de Tondibi, comptait près de 30 000 fantassins et 10 000 cavaliers. C'était la plus grande force organisée du Soudan occidental. Elle permit à l'Askia d'imposer sa volonté et surtout, elle lui procura du butin de guerre. Ressources financières. Le souverain de Gao était puissant et riche. La monarchie disposait de ressources sûres et permanentes, levées dans tout l'empire et gérées par un personnel administratif nombreux, coiffé par le Kalissa Pharma. Il y avait différentes sources de revenus impériaux. Les revenus provenant des propriétés personnelles du souverain, le zakat, 1/10, prélevé pour l'entretien des pauvres, les impôts en nature payés sur les récoltes, les troupeaux et la pêche, les taxes et les droits de douane sur l'activité commerciale, les contributions extraordinaires levées par les marchands des grandes villes, surtout le butin de guerre presque annuel. Le souverain disposait donc d'inépuisables revenus qu'il dépensait comme il voulait. La justice. La justice était un droit grégalien. L'Askia, émir des musulmans, père de son peuple, la déléguait à des représentants tout à fait indépendants du pouvoir central ou de ses agents. Il y a lieu d'ailleurs de distinguer deux juridictions, l'une musulmane et l'autre coutumière. Un peu plus loin, page 228, développement économique. Par sa situation soudano-sahélienne, l'Empire Songhai était une région privilégiée dans les échanges transsahariens. Le Niger, qui le traversait de l'ouest vers l'est, facilitait les communications. Sa vallée fertile était intensivement cultivée. On peut ainsi distinguer deux secteurs économiques, l'un rural traditionnel, l'autre urbain et marchand. Page 228, secteur commercial. Les villes soudano-sahéliennes, Walata, Tombouctou, Djenné, Gao et Tessera, centres du grand commerce transsaharien, étaient en relation avec des grands marchés du Sahara et de l'Afrique du Nord, et par-delà avec l'Europe méditerranéenne. Page 231, villes et sociétés urbaines. Le grand essor commercial permit le développement d'une civilisation urbaine dans toute la zone soudano-sahélienne. Au XVe et XVIe siècle, nous avons les villes de Walata, de Djenné, Ténékou, Tendirma, Tombouctou, Bamba, Gao, Agadez, les cités Haouza comme Kano, Katsena, etc. C'étaient généralement des villes ouvertes et sans murailles. Le marché était à l'intérieur de la cité et une banlieue de tentes et de paillotes était habitée par une population mobile. Le centre était couvert de maisons maçonnées selon le style soudanais comportant 1 ou 2 étages, une cour intérieure sur laquelle s'ouvraient des chambres et à laquelle on accédait par un vestibule. Les 3 plus grandes villes étaient Tombouctou, Djenné et Gao, sur lesquelles il nous faut insister. Conquise par Soni Alibert vers 1468, Tombouctou atteignit son apogée au XVIe siècle. Elle pouvait avoir quelques 80 000 habitants sous le règne d'Askia Daoud. Elle était alors la capitale économique de l'Empire, la ville sainte du Soudan, célèbre par ses saints et son université. Djenné, île dans le delta central, liée économiquement et spirituellement à Tombouctou, habitée par quelques 30 000 à 40 000 habitants, était vraiment la plus importante agglomération noire dans le Soudan intérieur. Dominée par sa belle mosquée, joyau de l'art soudanais,
elle fut le grand marché du Sud, en relation avec les pays de la savane et de la forêt. Gao, capitale politique, plus ancienne que les autres, était une ville immense de près de 100 000 habitants. Sa position l'orientait vers le monde Haoussa, le Dendi, la Libye et l'Égypte. Toutes ces villes nigériennes avaient, à côté d'un noyau songhai prédominant, dont la langue était courante, une population cosmopolite d'arabo-berbères, de Moussi, d'Aoussa, de Mandeng, Wangara, de Soninké, de Fulbe et Tessera. Le monde urbain constituait une société hiérarchisée selon le type soudanais, mais le critère de différenciation est ici économique. La société urbaine comprenait 3 éléments de base: les marchands, les artisans, les religieux, vivant tous directement ou indirectement du commerce. Nous allons donc nous arrêter là pour la lecture des extraits. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre pause à l'écran si vous voulez lire davantage en détail le contenu. Mais en tout cas, cela nous a permis d'avoir une idée de comment nos ancêtres vivaient à travers l'exemple de l'Empire Songhai. Et comme vous le voyez, ces Africains sont loin, très loin d'être des incapables. En tant qu'Africains, ayons confiance en nous-mêmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.